Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous coincé dans la circulation si vous êtes dans votre véhicule? Aïe, encore quasiment 40 minutes ce matin pour partir de chez moi, arriver au 45 Frontenac, nos studios ici à Cube Radio 99.5. C'est quelque chose. Je vous partirai pas plus qu'il faut sur le trafic parce qu'on le sait. On est coincé, on est pris là-dedans. On l'a beaucoup dit que Montréal est une souricière, puis ça n'a pas fini. Je ne sais pas si vous avez vu hier, là, on annonçait les nouveaux chantiers majeurs qui vont faire en sorte qu'on peut carrément mettre une croix sur la rue Jean Talon, parce que Jean Talon au boulevard Viau, Langelier, P9, ça va tout être fermé éventuellement parce qu'on veut construire 5 stations de métro. Vous allez me dire, il faut toujours bien les creuser, puis bon, oui, je comprends. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas tout barrer non plus. Il faut donner une petite chance aux gens parce que sinon, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ce qu'ont fait presque 70 000 personnes depuis 2 ans. C'est-à-dire que les gens vont partir de Montréal. Et moi, comme fière Montréalaise de cœur, je veux rester dans ma ville. Mais ma ville est en train de m'éjecter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ça continue, sincèrement, je vous le dis, là, c'est comme si on est rendu à fermer cette ville. Puis c'est quasiment ça qu'il faudrait faire parce que il y a un moment donné, à force de se plaindre, c'est comme si on n'avance pas. Moi, j'ai envie ce matin qu'on avance tout de même un peu. J'ai regardé beaucoup de choses hier parce que hier, l'Office de consultation publique de Montréal a entendu toutes sortes de gens, des citoyens, mais également le chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est mon invité, Michel Leblanc. Bonjour, Michel Leblanc. Bonjour, Isabelle Maréchal. Alors, Michel Leblanc qui est allé présenter sa vision de Montréal 2050 parce qu'il y a ce grand projet de Montréal de l'avenir. On essaye de faire un plan d'urbanisme qui tienne la route, c'est le cas de le dire, puis qui permette aux citoyens de vivre dans une ville où il fait bon vivre, où il y a de la mixité, où tout le monde est heureux finalement, Michel. C'est ça le but, qu'on reste dans notre ville et qu'on en soit fier. Vous êtes allé justement hier présenter votre document, densifier intelligemment la ville et rétablir la fluidité des déplacements. C'est ce que vous êtes allé vendre. En tout cas, vous en avez fait la promotion d'une métropole là, avec tous ces éléments-là. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, votre dossier, votre document. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Si vous vouliez résumer là, pour le bénéfice de nos auditeurs ce matin, votre message à la ville, quel est-il? Bien, le message, c'est que d'abord, on regarde sur 25 ans. On n'est pas dans 2 ans, mais faut qu'on parle de la réalité d'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, qui cherchent à se loger ou qui cherchent à acheter une propriété, là, savent à quel point ça coûte cher, à quel point c'est difficile de trouver. Fait que la première chose, c'est si on réussit le plan, ben il faut augmenter l'offre. Donc, il faut densifier, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Puis le deuxième élément, la réalité, là, c'est que on ne circule plus bien à Montréal. On le disait il y a 2 minutes, là, les chantiers partout, les chantiers qui sont simultanément là, dans les mêmes axes. Et donc, ce qu'on doit se dire, c'est que d'ici fin de 5 ans, là, il faut que la ville soit fluide. Il faut qu'on puisse se déplacer à Montréal. Ça va prendre du transport collectif, mais ça va prendre autre chose aussi. Et donc, là, c'est un plan. Puis moi, je dis à tout le monde, là, soyez attentifs parce que les grandes villes doivent faire ça. On ne peut pas se développer n'importe comment. Il y a des moments où vient le temps de se dire, OK, on regarde en avant un plan de 25 ans, là, ça serait quoi le développement de Montréal? Mais il faut être sensible au fait que c'est fait par une formation politique qui est au pouvoir à ce moment-là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que on veut que la ville continue dans cette trajectoire-là, où c'est de plus en plus difficile de se déplacer, où les promoteurs construisent pas beaucoup, pas assez, ou bien si on veut changer ça. Alors, c'est ça le défi. Dans 25 ans, on veut plus de logements, plus de fluidité, puis on veut que les Montréalais, là, dont les Isabelle Maréchal, disent hey, « il est hors de question que je sorte de cette ville-là, c'est ici que ça se passe pour moi ».
Oui. Est-ce que, je pensais que vous alliez me dire et poser la question que beaucoup de gens se posent d'ailleurs, est-ce que l'administration en place est la bonne pour réaliser ce plan d'un Montréal de l'avenir qui serait justement plus fluide, où il y aurait une mixité, une densité, où on aurait répondu à la crise du logement, où on aurait réglé un peu la question de la congestion qui nous coûte très cher? Est-ce que vous pensez qu'elle l'est, cette administration-là? Parce que je lis votre document. C'est celle qui est là. Ouais. C'est celle qui est là. On l'a élue, là, puis elle a son mandat. La réalité, par contre, c'est, et ça fait plusieurs années maintenant qu'on le dit, on n'a pas mis les conditions en place pour que les promoteurs immobiliers construisent à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on voit, là? Souvent, on voit des constructions qui sont amorcées bien avant l'arrivée de l'administration actuelle. Évidemment, les promoteurs ont livré. Il y avait leur terrain, ils avaient commencé leur construction, ils avaient obtenu leur permis. Ce que moi, je sais, c'est que ces promoteurs-là, depuis quelques années, ils achètent dans le pourtour de Montréal. Ils disent c'est plus rapide, c'est plus facile. Alors là, il faut mettre des conditions gagnantes. Qu'est-ce que ces promoteurs-là veulent? D'abord, ils veulent que ça soit prévisible. Si j'achète un terrain, est-ce que je vais pouvoir construire? Est-ce que les règles qui vont s'appliquer, là, je les comprends bien, puis ils vont pas être modifiées en cours de route? Puis est-ce qu'on va avoir des consultations éternelles qui vont me forcer à revoir mon projet? Si ces conditions-là sont mauvaises, je vais aller ailleurs. Alors, c'est ça le premier défi, c'est de dire aux promoteurs, on fait un deal avec vous. On va mettre des règles claires. On va regarder où est-ce qu'on va construire du transport en commun. On va regarder quelle hauteur vous êtes autorisé à faire. Puis, on va vous accompagner dans le processus pour que ça aille vite. Puis, si on réussit ça, les promoteurs vont construire ici. C'est pas juste de bien planifier, mais c'est aussi de changer les processus pour que les promoteurs, ceux qui construisent, disent, mon Dieu, à Montréal, quand je respecte bien les règles, c'est ultra rapide, je peux construire très rapidement. Ça va améliorer la situation. Ce que vous nous dites, c'est qu'en ce moment, les promoteurs immobiliers, tous ceux qui veulent développer, ils trouvent que développer à Montréal, ça n'a juste pas d'allure. C'est ça que vous nous dites, Michel Leblanc. Oui, ils trouvent que c'est plus compliqué. Puis, tu sais, j'essaie d'expliquer aux gens ce qu'on appelle le capital, l'argent. Là. Ben, l'argent, il va aller là où ça peut se déployer rapidement. Si c'est sur la rive sud, le long du REM, qu'on peut le faire bien, qu'on peut le faire vite, qu'on peut le faire avec des contraintes, oui, des règles, mais qu'une fois qu'on décide, on peut procéder rapidement, bien, c'est là que l'argent va aller. Même chose à Laval, même chose sur la Rive-Nord. Et moi, mais Laval, il y a une ouverture. Laval, il y a une ouverture incroyable par rapport à... Puis Laval, quand même, le maire... il y a quand même des prétentions de vouloir que sa ville soit une ville beaucoup plus écologique, avec des quartiers sans voiture et tout ça, mais on dirait que la façon de le faire, j'ai l'impression que j'en connais beaucoup de gens de Laval, là. J'ai l'impression que les gens de Laval le subissent pas de la même façon que les gens de Montréal. Vous me permettrez de passer la parole, Michel Leblanc, bien sûr, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes président-chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Jean-Philippe Meloche est avec moi en studio. Il est professeur titulaire de la Faculté de l'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être là, Jean-Philippe. Vous êtes un spécialiste de la question aussi. Bon, là, il y a beaucoup de choses dans tout ce grand plan. Puis je disais à la blague, on va tout régler ça, nous, dans la prochaine demi-heure. C'est vraiment une blague parce que c'est effectivement un sujet complexe. Et là, on parle d'avenir. Michel vient de nous dire, on veut essayer d'être visionnaire. On regarde pour 25 ans. On a de la misère à voir le bout de la semaine qui s'en vient. J'ai de la misère, moi, à voir que des gens soient capables de prévoir dans 25 ans que Montréal, ça va rouler puis on va être heureux ici, alors que ce qu'on voit, c'est une dégradation de la qualité de vie des Montréalais pour toutes sortes de raisons, là. Bien, c'est pas nécessairement une dégradation de la qualité de vie des Montréalais. Moi, je vous le dis, habitez-vous à Montréal? Partout non plus. Oui, je suis Montréalais, mais... Quel coin? Il n'y a pas de construction sur ma rue, ni sur le chemin que j'emprunte. C'est pour ça, on ne vit pas la même réalité montréalaise. Mais vous avez des lunettes roses sur votre rue. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, on est quand même 2 millions de Montréalais, là. On ne vit pas tous les mêmes réalités. On a 19 arrondissements, puis c'est très différent d'un arrondissement à l'autre. Vous habitez dans quel arrondissement qu'on y a? Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. OK. Donc, NDG. C'est moins pire, NDG. C'est le plus gros arrondissement de Montréal. Puis dans mon arrondissement, il y a beaucoup de diversité en termes de quartiers. Donc, tout se développe pas à la même façon. Puis tout se développe pas à Montréal non plus. Il y a des quartiers qui sont figés depuis longtemps. On y construit très peu. Et là, on est dans une période, je vous dirais, un peu de remise en question. Puis c'est peut-être ça qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est-à-dire qu'un plan d'urbanisme, on modifie pas ça à chaque année. On n'est pas en consultation à chaque année sur l'ensemble de la réglementation. Là, on met sur la table pour 2025 une révision de cette réglementation-là. Donc là, tout le monde se dit, OK, il y avait des règles,
Mais là, peut-être qu'après 2025, c'est plus les mêmes règles. Qu'est-ce que ça va être comme règle, puis qu'est-ce qu'on va établir? Une fois qu'on va avoir fait ça, il y a une autre inquiétude, c'est que la Ville de Montréal étant divisée en 19 arrondissements, une fois que la Ville va fixer ses règles, les 19 arrondissements doivent, eux, faire des plans d'urbanisme qui vont être conformes aux plans d'urbanisme de la Ville de Montréal. Et ça, Michel Leblanc vient de nous parler des irritants majeurs pour les promoteurs qui freinent le développement, d'ailleurs, immobilier, entre autres, parce que ce fameux cadre réglementaire est hyper rigide. Et quand ça... Mettons que la Ville, elle, décide que oui, ça va aller, on va permettre la construction de logements. Rendu dans l'arrondissement, des fois, là, il y a du monde, ils mettent d'autres balises. Et là, c'est là où ça traîne, où les permis se font pas. C'est un peu ça, Michel Leblanc, la situation, là. Michel? C'est très juste de dire, à Montréal, là, avoir une autorisation, ça veut surtout pas dire qu'on peut commencer. Ça veut juste dire qu'on passe à la prochaine étape. Puis ça se peut que l'autorisation nous mène à... va falloir le modifier, le projet. Va falloir reconsulter. C'est une frustration pour des gens de bonne foi qui ont souvent consulté au départ, puis qui se disent à un moment donné, bon, ça n'a pas de bon sens, là, je vais aller faire ailleurs mes projets, puis je reviendrai un jour, on verra comment ça va évoluer. Puis ça, Jean-Philippe, c'est un enjeu, ça. Il faut faire attention aussi, il y a différents types de projets. Ouais. Si vous êtes dans un projet dit de plein droit, c'est-à-dire que vous êtes dans un quartier où vous pouvez construire des duplex, puis vous avez un projet de construire des duplex, ça va aller très vite. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de consultation, il n'y a rien. C'est-à-dire, du moment où vous êtes on a vu conforme, ça peut être un fonctionnaire municipal qui décide lui-même de changer en le fait, règlement de zonage. Puis... Non, si on change les règlements, c'est là que ça devient complexe. Je faisais référence à l'histoire qui nous occupe là, depuis les derniers jours, l'histoire du La Tulipe, où là, visiblement, il y a eu une permission qui n'aurait jamais dû être donnée, puis vous avez vu ce que ça fait comme c'est ça, c'est que du moment où vous allez changer la réglementation, par exemple, les gros projets qu'on a à l'heure actuelle là, de développement immobilier, souvent, ils ne sont pas en zone résidentielle. Ou s'ils sont en zone résidentielle, ils sont en zone basse densité, mais on veut passer en haute densité. Bon, et ça, pour le monde, haute densité, basse densité, ça veut dire beaucoup de monde ou moins de monde? C'est ça. Vous avez des petites maisons, puis vous voulez monter une tour de 12 étages. OK? Ouais. On va caricaturer un peu. Et quand vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment que les gens qui sont dans les maisons autour disent, ben nous, on n'est pas habitués de voir ça, des tours de 12 étages. D'ailleurs, c'était pas écrit dans le règlement qu'on pouvait faire ça. Ce qui était écrit, c'est qu'on ne fait que faire des maisons. Et là, ben, il va y avoir un processus de consultation. Il y a des gens qui vont s'opposer. Là, on va négocier avec le promoteur. Là, il va y avoir des permis qui vont être beaucoup plus difficiles à obtenir parce que ce n'est pas conforme. Donc, tout ce qui n'est pas conforme est complexe. Puis à Montréal, étant donné que le territoire est déjà bâti, étant donné qu'on densifie par-dessus l'existant, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait un projet, il y a du monde autour, il y a beaucoup de monde à Montréal, c'est beaucoup plus complexe que si vous allez déboiser un terrain périphérique en banlieue puis vous faites de la maison unifamiliale détachée. Il n'y a personne qui va nécessairement venir s'opposer à ça. Et vous qui êtes un spécialiste d'aménagement et d'urbanité, êtes-vous d'accord au fait qu'on ait soudainement des grandes tours, parce qu'on le voit là, de plus en plus, des grandes tours à côté de duplex ou de maisons de ville? Bien, c'est dur d'avoir une ville qui serait dite organique. C'est-à-dire que pour que la ville grossisse puis qu'on ne fasse pas que de l'étalement, il va falloir densifier. C'est-à-dire qu'il faut que la ville se reconstruise sur elle-même à un certain rythme. Ça ne veut pas dire qu'à chaque 10 ans, on détruit toutes les maisons, mais on recommence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être permanentes, puis il y a des choses qui vont se transformer. À l'heure actuelle, c'est beaucoup les transformations sur le tissu industriel des années 60, 70, qui est en effritement. Puis aujourd'hui, aux années 2000, on n'utilise plus ces locaux-là ou on ne les utilise pas vraiment de manière efficiente. Puis là, on se dit, bien, peut-être que ces zones-là pourraient être transformées. Donc ça, c'est les zones qu'on va transformer le plus facilement. Des fois, ça va être des stationnements de centres d'achat, des choses comme ça, des endroits où on se dit, ça, on l'a développé il y a 30, 40, 50 ans d'une façon qui ne convient plus à notre mode d'exister aujourd'hui. Ouais. On va transformer ça. Mais des fois, le voisinage autour, lui aussi, a été construit il y a 50, 60 ans, puis il n'est pas nécessairement conforme à la nouvelle densité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens à insérer dans la ville, puis on a de moins en moins d'espace. Donc, on va utiliser la hauteur. Des fois, ça va se faire de manière graduelle, ça va se faire de manière harmonisée, puis il n'y aura pas beaucoup d'opposition, mais des fois, c'est choquant. C'est-à-dire qu'on passe effectivement d'un vieux quartier de 2 étages à un quartier plus moderne de 12, 20 étages. Bien là, ceux qui sont en périphérie de ça vont dire, bien, est-ce que vous ne pourriez pas mettre une gradation? C'est-à-dire, les bâtiments plus proches de nous vont être de plus petits gabarits, puis ceux qui sont à moins à vue vont être le plus grand gabarit. Et c'est là qu'on va se mettre dans une négociation. On a besoin d'un cadre pour discuter de tout ça. Le plan d'urbanisme et de mobilité, ça devrait être ce cadre-là. L'ancien cadre ne convient plus nécessairement. Pourquoi? Parce que la société a évolué, puis on veut faire moins d'étalement, plus de protection d'espaces naturels, plus de mixité, s'harmoniser au transport en commun plus qu'on le faisait avant. Bien là, les règles qu'on avait mises sont peut-être plus nécessairement bonnes, puis on est tout le temps en train de négocier à la pièce. Là, on essaie de mettre
un cadre dans lequel on va négocier tout ça qui serait potentiellement plus clair. C'est l'objectif qu'à la fin, tout le monde soit heureux. Mais j'écoute tout ce que vous me dites, puis ça fait du sens. En même temps, je pense, puis Michel Leblanc pourra réagir, parce que vous étiez justement hier, Michel, à la séance d'audition des opinions, puis ça, c'est une séance d'audition des citoyennes. Hein? D'ailleurs, vous avez eu 10 minutes, le même temps que Madame Machin, puis Monsieur Truc, là, tout le monde avait 10 minutes. Le citoyen ordinaire ou le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, même temps de parole. Ce qui est bien, finalement. C'est sûr que dans votre cas, j'aurais aimé j'ai écouté votre présentation, Michel Leblanc. J'aurais aimé en apprendre plus parce que ça soit plus long, parce que c'est quand même pas la même chose. Les citoyens, on est peut-être moins habilités on peut donner notre opinion, mais au bout d'un moment, moi, j'ai besoin que Michel Leblanc me dise, d'après lui, ce qui serait bon pour ma ville dans 25 ans. Je pense que vous l'avez fait remarquer, d'ailleurs, que c'était un peu court, n'est-ce pas, Michel? Oui, parce que dans le fond, puis moi j'ai le plus grand respect du monde pour le citoyen qui arrive avec son enjeu extrêmement pointu. Tout à fait. Mais la réalité, c'est que c'est un plan qui est extrêmement large sur 25 ans. Puis l'autre chose qui est nouveau, puis ça, je pense que c'est une bonne décision, c'est de faire non seulement un plan où on va discuter d'urbanisme, d'aménagement, mais aussi des dynamiques de transport. Puis j'écoutais la conversation, puis je pense que Jean-Philippe serait tout à fait d'accord, c'est qu'une nouvelle donnée aussi, c'est qu'on veut densifier le long des axes de transport collectif. La station de métro qui est entourée de duplex, alors qu'on veut que les gens utilisent le transport collectif, on a besoin de plus de logements, ça fait beaucoup de sens de dire qu'autour de ces lieux de stations de métro, stations de REM, les voies réservées pour bus, on devrait densifier davantage. Puis ça ne veut pas dire des tours à 20 étages. Et ça, c'est l'autre discussion qu'on doit avoir. C'est densifier intelligemment. Là. Puis quand on va à Paris, Paris, c'est une ville extrêmement dense. Puis je dis pas que Montréal peut devenir Paris, mais Paris, c'est pas des tours. C'est juste qu'on est dans du 6 étages, du 8 étages, du 4 étages. Et on peut augmenter la densité sans nécessairement avoir une tour dans sa cour. Et ça, c'est une grosse discussion qu'on doit avoir, mais en lien donc avec le transport collectif. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour en parler davantage, c'est clair. Il y a beaucoup d'auditeurs là, qui interviennent. J'en profite pour dire merci de nous appeler au 1-877-827-2346. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pour me dire comment vous la vivez, votre ville, puis êtes-vous de ceux qui sont, comme moi, juste vraiment tannés, puis parce que ça n'a juste pas de bon sens en ce moment, ce qu'on vit, ça nous met vraiment sous pression, ce qui fait que parfois, on a comme moins de patience aussi. J'en parlais la semaine dernière, je sortais des documents, comme quoi c'est documenté. Notre niveau de stress à Montréal est plus élevé qu'ailleurs, pas juste parce que c'est le propre de vivre dans une ville. Les gens des villes sont plus nerveux que les gens de la campagne, on le sait, mais particulièrement à Montréal depuis les derniers temps, parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment coincé et c'est comme si le citoyen est tout le temps en opposition par rapport à sa ville. Alors, 1-877-827-2346, isabelle@cube.ca. Il y a quelqu'un qui m'écrit, jusqu'à 55 ans, j'étais inconditionnel de Montréal, mais tanné de pas tourner à droite au rouge et des trappes à tickets. Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. J'allais jusqu'à Angrignon, puis à Place Versailles. Depuis 15 ans, je n'y vais plus. Le Mont-Royal a été détruit par les blocs de ciment, immobilisé à cause des saillies, les gangs de rue, l'impunité, tout ça, l'impunité du monde. Quelqu'un d'autre m'écrit, les rues de Montréal appartiennent désormais aux camions de livraison, les magasins ferment et, il y a quelqu'un qui dit, et les anglophones achètent du Royal Mount. Bon, mais il y a bien du monde aussi francophones qui vont aller magasiner là, je pense. Il y a aussi des gens qui disent, arrêtez de dire que Mme Plante, la mairesse, elle était fière de sa ville, elle veut la plateauiser. J'essaye de comprendre ce texto-là. Il y a Antoine qui me dit, si la ville était un corps humain, on dirait que ses vaisseaux se sont embolisés, causant une réduction potentiellement mortelle de son approvisionnement sanguin. Il faut vite traiter cette ville. Il y a beaucoup de choses. Bref, les gens disent, je pense que ça confirme un peu ce qu'on sent. Jean-Philippe Meloche, c'est que les citoyens la ressentent, cette pression qu'on vit à Montréal, due évidemment aux travaux, due à la congestion routière, mais due aussi à tous ces enjeux qui sont directement liés au tissu social. Puis le tissu social, c'est quoi? C'est de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se payer des logements, c'est de plus en plus d'itinérants dans nos rues. Et puis ça, c'est un témoignage qu'il y a une pauvreté aussi plus grande à Montréal. Puis c'est vrai que c'est souvent le lot des villes d'attirer la pauvreté parce que normalement, il y a plus de services. Or, maintenant, les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas capables d'accéder à ces
ces services-là. Comment vous voyez tout ça, là, dans tout ce qui est dit là, depuis ce matin? Bien, deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. Quand les gens disent Montréal, ça coûte trop cher, puis personne ne va y aller, si Montréal coûte cher, c'est parce qu'il y a trop de monde qui veut y être. Donc, déjà en partant, c'est une contradiction. Donc, on veut que Montréal soit ouvert à plus de monde, d'où l'idée qu'on veut, on veut densifier le territoire, c'est pour en accueillir plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Montréal. Donc, c'est pas nécessairement. Il y a du monde qui veut venir à Montréal, vous dites? Bien, sinon, ça vaudrait rien. Tu sais, quand personne veut acheter ce que vous avez à vendre, ça vaut rien. Si les maisons coûtent plus cher à Montréal qu'ailleurs au Québec, c'est parce qu'il y a un enjeu que c'est plus intéressant d'être à Montréal, notamment pour travailler, pour avoir des services, pour se divertir. Il y a plus de diversité à Montréal dans la consommation et dans la production qu'ailleurs. Donc, ça, c'est un fait. Ensuite, ce qu'on a aussi beaucoup plus à Montréal, qui est un petit peu incongru par rapport même au plan d'urbanisme et de mobilité, c'est qu'on a beaucoup plus de voitures aujourd'hui qu'avant. Les Montréalais ont plus de voitures qu'il y en avait à l'époque. Le système de transport en commun est relativement bon à Montréal. Le métro est très efficace. Il y a des lignes qui ne sont pas saturées, notamment la ligne bleue et peut être étendue. On est aux 3/4 des stations là, en termes de longueur de train. Donc, on est capable de bouger les gens, mais les gens préfèrent avoir des voitures. Puis là, il y a quelque chose qui est mathématiquement impossible. C'est vous rajoutez à chaque année plus de voitures pour une population égale. Donc, là, les citoyens qui habitent à Montréal disent « j'ai de plus en plus de misère à me stationner. J'ai de plus en plus de misère à me déplacer. » Puis en fait, c'est les uns s'impactent les autres. C'est plus les gens choisissent l'automobile comme mode de transport dans une ville dense, plus la ville devient difficile à gérer. Et là, bien, c'est ça qui est le défi du futur, c'est de dire aux gens... Attendez, je suis d'accord, mais là... On vous met des outils de mobilité à votre disposition. Le piétonnier aussi, ça enlève beaucoup de possibilités de se garer, là. Le piétonnier ne devrait pas se garer puisqu'il se promène à pied. En partant, non, mais c'est pas un enjeu. Faire des quartiers qui étaient des quartiers mobiles où la voiture pouvait y aller et les transformer en quartiers complètement piétonniers. Ce qui est pas désagréable dans certains quartiers, j'en conviens, mais de le faire de plus en plus dans toutes sortes de quartiers, c'est sûr que ça devient... Je veux dire, le Vieux-Montréal, je pense qu'il faut le dire, n'allez pas dans le Vieux-Montréal en voiture, n'allez pas sur le plateau Montréal en voiture, n'allez pas dans Rosemont en voiture, n'allez pas dans le Myland en voiture. NDG, on y va-tu encore en voiture? Oui, encore un peu. Oui, et on peut le faire. Hein? Puis, mais là, ça commence à faire beaucoup. La problématique, c'est pas tellement les gens qui vont vers le plateau en voiture, parce qu'on peut supposer que des gens habitent en périphérie, vont rentrer dans Montréal en voiture, puis qu'on veut que Montréal puisse accueillir ces voitures-là. La problématique, c'est les Montréalais eux-mêmes qui ont des voitures. C'est-à-dire que les gens qui se disent, je vais avoir un appartement dans le plateau Mont-Royal ou dans le Vieux-Port, on va être 2 adultes dans un appartement, puis on va avoir 2 voitures. Et là, on va essayer de trouver des endroits où stationner nos voitures. Ça va être compliqué. Puis après ça, on va les utiliser dans nos quartiers. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu augmenter beaucoup dans le passé. Donc, des gens qui ont une station de métro à côté de leur maison, qui ont une piste cyclable qui passe devant, qui ont beaucoup de possibilités de mobilité, mais qui vont quand même vouloir posséder une voiture parce qu'ils en ont les moyens, puis qu'ils veulent le faire, puis que c'est leur liberté aussi de le faire. Il y a ça aussi. Et là, bien, comment est-ce qu'on fait pour gérer une ville qui n'est pas capable physiquement d'absorber ce désir-là des citoyens? C'est-à-dire, ça ne rentre pas dans la ville. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une mobilité intéressante pour ces gens-là sans qu'ils puissent avoir une automobile? Je vais aller avec... Merci, Jean-Philippe. Je vais aller à Michel Leblanc, mais avant, il y a Serge au téléphone. On a plusieurs auditeurs qui veulent parler. Serge, vous habitiez dans Rosemont? Moi, j'habitais dans Rosemont. Ma mère habitait dans Hochelaga-Maisonneuve. Ma soeur aussi. Puis là? Et puis mon frère, puis là, on est tous rendus dans la Naudière. Il parlait moi pas d'aller à Montréal. La semaine passée, j'ai été à l'Institut de cardiologie, puis il fallait que j'aille à 6 heures. Je suis parti de chez nous à 4 heures. Oh, mon puis je suis rentré dans le stationnement de l'Institut à 6 heures moins quart. Vous devriez voir le monde sur le pont, le gardeur. Et avant ça, j'étais dans Vaudreuil. Et puis, j'ai été à Montréal pour essayer de sauver, mais il n'y a plus de place à stationner. Ils font des beaux ronds-points sur les coins de rue pour enlever des véhicules, forcer le monde à prendre le métro. Juste les gens qui ont été à Mascouche, là, qui se sont installés sur le bord de la 25 pour prendre le train de banlieue, puis là, on va les enlever. Allez voir ça, là. Allez faire un tour dans ce coin-là. Ouais. Puis allez faire un tour aussi sur la rue Broadway à Montréal-Est, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là. Vous allez voir comment ça marche. Ouais. C'est écœurant. Moi, c'est pour ça que je suis plus là. Mon frère non plus n'est plus là. Ma soeur non plus. Puis ma mère, on l'a ramené avec nous autres ici. Elle était sur la rue de Calignan. C'est écœurant de ce que la ville font, là, puis ils font des travaux partout. Quand même, vous changeriez, madame la mairesse, à la mettre un autre, les travaux vont falloir qu'ils se fassent pendant les 10 prochaines années. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Là, je sais pas, je vous félicite pour votre travail, madame. Merci beaucoup, Serge. Bravo à vous. Merci beaucoup. Bye. Michel est au téléphone également. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Vous habitez à Boucherville. J'habite à Boucherville, je vais à Montréal 3 fois par semaine.
Et puis, c'est l'enfer. Je me rappelle, il y a quelques jours ou semaines, vous avez parlé de la sortie du pont Victoria en arrivant à Montréal. Ça a l'air des cratères. Ouais. Ça n'a toujours pas changé. C'est non, complètement attendez. ridicule. Il y avait des nids de poules, puis je me suis tellement plainte. Ils sont allés les boucher. Oui, ils sont allés boucher, mais j'ai passé cette semaine. Moi aussi. Démoli. Mais ils ont bouché d'un bord de la rue. Là, il faut que j'y retourne puis que je chiale sur l'autre bord de la rue. Exact. Oui, Vous avez pris Pont-Jacques-Cartier dans les dernières années, là. La rue Papineau, c'est complètement démoli. Ils viennent de la réasphalter. Ça a pris 15 ans à peu près pour qu'ils réasphaltent la rue Papineau. C'est complètement fou. M. Leblanc parlait d'un plan sur 25 ans. Ouais. Pas un plan sur 25 ans, c'est des rêves, ça. Pour parler de maintenant. Et où l'escouade mobilité que la mairesse nous parlait? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des comptes partout. Je sais qu'on en parle tout le temps, mais c'est ça la priorité. C'est ça. Tu veux un maire qui s'occupe des routes, de la sécurité et de la propreté. That's it. Ouais. That's it. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Ça marche vraiment pas. Merci beaucoup, Michel. Merci bien. Samy est au téléphone. Bonjour, Samy. Vous travaillez sur la route. Vous devez être tanné. Oui, bonjour. En fait, moi, je travaille sur la route du demeure à Montréal. Je peux vous dire que c'est l'enfer. Depuis à peu près, je peux vous dire depuis 6-7 ans, là, c'est l'enfer. Mais maintenant, c'est pire, on dirait. Écoutez, je vous donne juste un exemple. Admettons Saint-Denis. Il y a une piste cyclable de chaque côté. C'est rendu une voie de circulation. S'il y a juste un camion de vidange construit en avant, c'est l'enfer. Ça fait du trafic. N'en parlons pas du monde qui déménage l'été et qui bloque une partie de Saint-Denis. Je comprends pas trop. Moi, j'habite à Montréal. Ça fait plus de 10 ans. J'ai pas mis les pieds au centre-ville. Je m'en vais soit à Laval, soit à Brossard. Je m'en vais jamais au centre-ville. Juste le stress de me chercher un stationnement, je laisse faire. Je comprends. Merci beaucoup de votre témoignage. Beaucoup de gens là, qui me disent la même chose. Patrick a quitté une maison dans la banlieue cet été, à 38 km de son travail, qui est aux abords du pont Champlain, côté Montréal, après avoir tenté un retour tout de même en condo en ville à 10 km. Mais là, non, il est retourné finalement en banlieue. Et sincèrement, il dit meilleure qualité de vie, puis j'ai mon stationnement. Fait que vous voyez, j'aime bien que les auditeurs nous aient donné leur point de vue là-dessus parce que c'est ça que les gens disent en ce moment-là. Les rêves là, de 25 ans, en même temps, c'est important de les faire. Michel Leblanc, c'est important, je pense, d'avoir cette vision-là quand même pour la ville de l'avenir parce que pendant que Montréal, on a l'impression qu'on est pris dans une souricière puis qu'on n'arrive à rien. Il y a quand même des villes aussi où, ailleurs, on s'organise. Je lisais quelque chose ce matin encore sur les villes où, je pense qu'il y a Milan, entre autres, où on dit que c'est des villes 15 minutes. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, sont à 15 minutes de tout. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'en soi, c'est une discussion. Mais Michel, quand les gens, vous avez entendu au moins 4 auditeurs, là, sans parler de tous ceux qui m'ont écrit, j'imagine que vous êtes conscient de ça. Les gens doivent vous le dire, Michel Leblanc. Oui, et je pense qu'un des enjeux, là, c'est ce que nous, on appelle des artères de transit. Quand on a parlé de Saint-Denis, et d'ailleurs, la ville se défend toujours en disant Saint-Denis, regardez, les commerçants sont contents parce que ils retrouvent de l'achalandage devant, là, des gens à vélo. Mais la réalité, c'est qu'une métropole, ça a besoin d'artères de transit. Puis c'est quoi des artères de transit? C'est des artères où il y a au moins 2 voies dans chacune des directions, ce qui fait que l'exemple du camion de vidange ou le Uber qui s'arrête ou le camion d'Amazon, là, que ça vienne pas bloquer l'artère. Et donc, des artères de transit, c'est nécessaire dans une grande ville. Or, l'administration en place, puis sans faire de politique, c'est de dire, l'administration en place, dès qu'il y a 2 voies, là, dit « Ah, il y a de la place pour faire une piste cyclable » ou « Ah, il y a de la place pour faire une voie réservée pour autobus ». Et il n'y a pas de plan à Montréal, au moment où on se parle, de maintien d'artères de transit. Et c'est nécessaire dans une ville. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'ajout de pistes cyclables, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'autres moyens de transport. Mais là, on est dans une vision un peu idéologique de la ville et c'est cette ville qu'on rêverait sans voiture. Les gens veulent des voitures. Et j'écoutais tout à l'heure Jean-Philippe en parler. On est dans une discussion collective, là, puis en France, ça a donné les gilets jaunes, puis ailleurs, ça peut donner des manifestations. C'est que les gens, quand même, ils expriment leurs souhaits. Et leur souhait, c'est une mobilité individuelle sur fin de semaine. J'ai des choses à aller chercher. Je suis une personne un peu âgée. Je n'irai pas en transport collectif. Je ne prendrai pas le vélo. C'est ça aussi une ville. Alors là, il y a une grande discussion comme si la voiture était devenue péché. Et ça n'a pas de sens. C'est ça que les gens veulent. Alors, il faut trouver les bons points d'équilibre, mais ça prend des artères de transit. Sinon, la ville est complètement sclérosée. Oui. Jean-Philippe Meloche, là-dessus.
Oui, bien, il faut faire attention aussi. Là, c'est-à-dire que quand on regarde les autres villes du monde qui fonctionnent bien, mis à part les États-Unis, là, qui ont misé tout sur l'automobile, vous allez retrouver dans ces villes-là 30 moins de voitures qu'ici, 40 moins de voitures, dans des villes qui sont plus riches que nous. Comme par exemple, nommez-moi des villes. La Suisse, c'est les champions mondiaux de l'utilisation du transport en commun. Les Suisses sont parmi les plus riches du monde. C'est pas qu'ils sont pas capables d'acheter des voitures, c'est qu'ils ont fait un choix de société de dire on va les utiliser, mais avec parcimonie. Si vous allez en France, à Paris, vous allez avoir 30-40 moins de voitures que ce que vous avez à Montréal. Mais c'est tellement pas... Par permis de conduire. Par permis de conduire. Donc, c'est pas que les Français savent pas conduire. Parce que l'organisation de la ville, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est vous l'urbaniste, mais c'est pas la même chose. Ben non, parce que comme on a voulu des voitures, on a développé pour ces voitures-là. Puis après ça, on n'a pas une ville en étoile, nous. On a une ville quadrillée. On a quand même une ville qui est fonctionnelle, c'est-à-dire on a quand même des bons services de transport en commun à Montréal. Si on se compare en Amérique du Nord, on est parmi les champions avec Toronto. Très mauvais réseau d'autobus. Avec Toronto, New York, San Francisco, on est vraiment dans le top. En Amérique du Nord. Après ça, quand on va en Europe, on est plutôt moyen. Ouais. Mais c'est parce que les Européens ont fait des choix aussi. Si vous achetez une voiture en Europe, vous allez payer énormément de taxes sur l'achat de votre voiture. Après ça, vous allez payer énormément de taxes sur vos carburants. Vous allez vouloir vous stationner, ça va vous coûter très cher. Donc, il y a beaucoup de freins à l'utilisation de l'automobile dans les villes qu'on dit qui sont fonctionnelles à vélo, à pied ou en transport en commun. Alors que chez nous, on a dit, on va faire les deux. Ouais. On vous donne le choix, on vous met un REM, puis on vous le met à côté d'une autoroute à 3 voies, puis choisissez ce que vous voulez. Puis les gens disent, ben tant qu'à ça, je vais prendre ma voiture. Et là, quand on prend une voiture, on s'en aperçoit pas, mais quand on va dans la congestion, on est fâché après les autres. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, d'être là en même temps que moi? Ils sont bien nono. Puis après ça, on se pose pas la question de dire, qu'est-ce que moi, je suis en train de faire là? Ouais. Puis quel impact j'ai sur ces gens-là? C'est ce qu'on appelle une externalité, c'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait personnel, mais on ne prend pas en compte ce qu'on a comme impact sur les autres. Et c'est très difficile d'encadrer ça. Donc, l'idée, c'est pas de dire que les automobilistes sont méchants ou sont idiots. C'est juste de dire, il y a cette prise de conscience-là très difficile à faire pour tout le monde. Tous les individus, quand ils font un choix personnel, ne prennent pas pour acquis c'est quoi l'impact que j'ai sur les autres. Donc, quand on vient encadrer les mobilités, puis on essaie de dire aux gens, écoutez, on va vous mettre d'autres options, puis on va essayer d'influencer votre choix là-dessus, parce que quand vous choisissez l'automobile pour rentrer en ville, puis moi, j'ai mais là, vous le dites gentiment, Jean-Philippe, vous le dites gentiment, alors que la pratique actuelle, c'est l'écœur en titre. On se dit, on leur dira pas que Montréal n'est plus accueillante pour les autos, on va juste les écœurer, on va leur mettre des tickets. Elle l'a dit il y a pas longtemps, la mairesse, on va en mettre d'étiquettes. Moi, quand j'entends un élu dire ça, puis j'élargis, là, quand j'entends un élu dire on va en mettre des taxes, ah ouais, les taxes, c'est citoyen, j'ai envie de dire, excuse-moi, là, mais mon Dieu, que j'ai hâte d'aller voter la prochaine fois. Là. C'est ça que le monde aussi. En même temps, je comprends ce que vous me dites, puis puis je pense que tout le monde est conscient du message, c'est de dire éventuellement, on n'aura pas le choix de cette transition pour la planète, bien sûr, mais c'est comme si là, on est trop pris, là. On est pris, puis c'est des choix collectifs aussi. C'est-à-dire, quand les gens disent, moi, je vais aller voter contre quelqu'un qui va me permettre d'utiliser mon auto, il va vous dire, je vous permets de l'utiliser, mais comme la barre n'est pas plus large que celui qui avait été élu avant moi, bien, vous allez être pogné dans le trafic, puis vous allez être tout aussi fâché. Vous voulez dire que le prochain, si c'est pas Valérie Plante, il va faire la même affaire? Ben, il va vous dire, venez avec vos voitures, mais j'ai pas plus d'espace qu'avant. Ouais. Là, vous allez être fâché. Juste, pour faire une petite statistique, le centre-ville de Montréal, avant pandémie, là, les chiffres ont changé un peu, mais avant pandémie, 3/4 des gens qui allaient dans le centre-ville de Montréal quotidiennement le faisaient à pied, à vélo ou en transport en commun. 1/4 seulement en automobile. Et ce quart-là se plaignent, c'est qu'ils n'ont pas assez de place. Donc, l'idée d'être capable de faire fonctionner un centre-ville, puis il n'y a aucun centre-ville dynamique n'importe où dans le monde qui n'a pas l'essentiel de ses déplacements quotidiens adossés sur des transports actifs ou collectifs. Il n'y a aucun centre-ville sur Terre qui fonctionne en automobile. Aux États-Unis, il y a quelques exemples. Là, les 10 premiers étages des bâtiments, c'est du stationnement. Les boulevards sont ultra larges. Ces villes-là sont horribles. Tout le monde dit que c'est des villes laides. Si vous allez au Texas, là, il y a plein d'exemples là-bas. Mais sinon, les villes qui sont fonctionnelles fonctionnent de cette façon-là. Et nous, on a tendance à penser, puis vous savez, les commentaires que vous avez lus tantôt, c'est tous des gens qui n'habitent pas à Montréal, en partant. Qui ont quitté Montréal. Mais là, j'en ai beaucoup aussi qui vivent. Et tous des gens qui veulent utiliser absolument leur automobile puis qui disent, j'ai une frustration quand je le fais. Et là, je pourrais faire une petite ironie en disant, moi, j'habite Montréal, je me promène à pied, j'ai aucun problème. Si je veux aller plus loin, je prends le transport en commun, tout va bien. Ouais. Mais quand je veux aller dans les Laurentides puis dans la Naudière, je suis pogné dans le trafic dans ces régions-là. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils font de tout vouloir se promener en automobile puis de se bloquer tout le monde entre eux? Donc, je renverse le discours de l'autre côté en disant,
eux, quand ils viennent à Montréal, trouvent que c'est le bordel puis ils savent pas comment se promener. Mais en réalité, quand les Montréalais sortent de Montréal pour aller dans la nature, ils sont pognés dans des congestions monstres. Puis les pires bouchons de congestion sont même pas sur l'île de Montréal. Ils sont à Rémy-Rabel, sont à Repentigny, sont à Chambly. C'est là qu'on est pogné dans le trafic. Je pense qu'on a starté mon invité, Jean-Philippe Meloche, là. Moi, Michel Leblanc. Isabelle, j'écoute tout ça, mais j'ai envie de réagir un peu parce que, d'abord, je comprends là, le discours, évidemment, de l'empilade de voitures, mais chose certaine, présentement, on est dans de la destruction d'artères de transit. Donc, c'est pas juste de dire il y a plus de voitures, mais c'est de dire on élimine des voies, on empire la situation. L'écœur en titre, là, et la stratégie d'écœur en titre, on l'a entendu, je pense que c'est réel. Je pense pas que c'est juste on veut être pragmatique puis améliorer la situation. Deuxièmement, quand on compare les villes, là, d'abord, notre histoire, c'est notre histoire. Donc, quand on se compare à des villes européennes où il y a des densités beaucoup plus grandes, les villes se sont construites différemment, puis qu'on se dit prenons-les comme modèle, ben on n'est pas là. Puis deuxièmement, on est une ville nordique. Et ça, moi, je l'ai dit hier et je le redis, et je trouve que beaucoup de nos spécialistes en aménagement font des raccourcis très faciles avec plein de réalités climatiques différentes. Mais ici, là, il y a des mois dans l'année. Ça veut dire quoi, une ville nordique? Oui, c'est que ça veut dire qu'il y a de la sludge, puis il y a de la neige, puis de la glace. On a de la sludge, on a de la glace, on a des tempêtes de neige, il fait moins 20 l'hiver. Puis là, on est dans du discours de mobilité active. Évidemment, on est dans des pistes cyclables qu'on rend maintenant permanentes. Il y a des endroits où on a fait des pistes cyclables avec l'entente très claire avec le voisinage que durant l'hiver, évidemment, on allait réduire l'emprise des pistes cyclables. Et là, on est en train de les rendre permanentes. Moi, je vous dis, c'est sûr qu'on peut faire du vélo en décembre sous la pluie froide. Rendu en février, moi, j'enverrai pas mon enfant, en tout cas à l'école, en vélo durant ces mois-là. Et donc, la réalité pour moi, c'est on est effectivement dans une trajectoire où on doit donner plus de place au transport collectif, j'en suis. Je pense qu'on a à faire la paix avec les scooters, les véhicules électriques, en fait, tout ce qu'on voit sur la rue, je sais pas comment les appeler, là, c'est des quasi-vélos, des quasi-motos électriques. C'est de la mobilité différente. Maintenant, ça doit-tu se passer sur des pistes cyclables où là, on est à vélo, puis on est calme, puis tout à coup, fou, ça nous passe à côté. Alors, il y a des choix qu'on doit faire vers de la nouvelle mobilité, qu'on planifie bien. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'une métropole, une grande ville, même dans les grandes villes comme San Francisco, comme Boston, où on veut développer du transport collectif, on garde une place intelligente pour la mobilité en voiture. Puis ici, je pense que présentement, on n'est pas dans cet équilibre-là. Oui, mais merci à tous les deux. Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire de la Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'UDM. J'ai essayé de raccourcir à quelque part dans le titre. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être là. Michel Leblanc, président, chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci, Michel Leblanc. Évidemment, c'est une discussion qu'on a entamée. Et visiblement, la prochaine élection municipale sera pas plate si j'en juge la participation de nos auditeurs et auditrices. C'est fascinant. Vous êtes témoin, Jean-Philippe. Vous voyez mon téléphone, vous voyez tout ça. Ça n'arrête pas de rentrer les textos. J'aimerais pouvoir vous... Mais je vous lis tous, sachez-le, et nous y reviendrons. Je n'ai qu'une dernière question pour Michel Leblanc. La mairie de Montréal, Michel Leblanc, ça vous intéresse? Je l'ai dit. En toute probabilité, je ne serai pas candidat. J'ai passé l'été à y réfléchir. J'ai examiné beaucoup des enjeux. Je pense que ça va prendre un bon candidat. Je pense que ça va prendre des choix de solutions différentes, mais ce ne sera pas moi. Sûr, ça? Pas de changement d'idée, c'est encore... Non? Ben, écoutez, à un moment donné, là, il faut se préparer puis il faut lancer les bons signaux. La question, c'est, on a besoin, à mon avis, de très bons candidats. Puis vous l'avez dit, là, moi, j'invite les Montréalais à poser des questions puis à s'assurer qu'ils votent pour quelqu'un ou quelqu'une qui va représenter ce qu'ils veulent pour leur ville. Ça doit pas être qu'on s'en préoccupe pas. Ça va avoir des conséquences sur comment on vit la ville. Les prochaines élections vont être très importantes. Merci beaucoup, Michel Leblanc. Jean-Philippe, vous, la mairie? On cherche du monde? Non, c'est pas dans mon agenda du tout. Non, parfait. Merci à tous les deux.